Et les Marocains sont patriotes, donc pour eux, il n'y a pas de discussion. Le Sahara dit occidental et marocain, et depuis des siècles. Le principe du droit frontalier hérité de la colonisation s'applique à d'autres pays que le Maroc. S'applique aux pays nouveaux, aux pays qui sont nés de la décolonisation. Article 6. Si un État a été démembré par le colonialisme, il a le droit de recouvrer son intégrité territoriale après sa décolonisation. Vous êtes frappé par une chose, les discours royaux marocains sont des discours d'ouverture, de pacification, de fraternité. En fait, le roi du Maroc tend la main. Et en face, les discours algériens sont des discours de la récrimination, sont des discours acerbes. Le Sahara occidental n'existe pas. Il n'y a jamais eu d'État du Sahara occidental. C'est une définition purement géographique. L'analyse que l'on peut faire, c'est que les autorités algériennes ont compris que la cause était perdue. Bonjour, Monsieur Bernard Lugan. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cette interview exclusive pour parler de votre livre « Le Sahara occidental en 10 questions ». Un livre que vous avez écrit récemment et qui traite de la question du Sahara marocain et dans lequel vous avez opté pour une approche plutôt didactique et pédagogique. Comment vous est venue l'idée d'écrire un tel livre et était-ce une tâche plutôt facile ou difficile? L'idée m'est venue après la publication de mon histoire du Maroc. Parce que j'ai donné pas mal de conférences en Europe. Et chaque fois que je donnais des conférences, il y avait des questions qui étaient posées à la fin de ces conférences sur le Sahara. Sur le Sahara, non pas marocain, c'est le Sahara occidental. Ça, les gens ne connaissent pas en Europe. Et pour eux, le Sahara, c'est le Sahara occidental, parce qu'ils ont été un peu déformés par la propagande algérienne. Et on me posait des questions. Je me suis dit, il faut quand même sortir un livre qui fasse vraiment le point sur le sujet. En fait, comment expliquer en quelques pages, en quelques dizaines de pages, la réalité historique des droits du Maroc sur le Sahara, de la marocanité du Sahara. Parce qu'effectivement, au Maroc, tout le monde le sait, tout le monde le sent, tout le monde a conscience de ce lien ombilical, mais pas en Europe. Les gens ne connaissent pas. Donc c'est un livre qui est au départ fait pour un public européen et nord-américain. Et les Marocains, bien entendu, y trouveront leur compte, parce que je me suis rendu compte, là aussi au Maroc, notamment en faisant des conférences dans les universités, que bon, les Marocains sont patriotes, donc pour eux, il n'y a pas de discussion. Le Sahara dit occidental et marocain. Mais quand on creuse un peu, en dehors des certitudes, il manque d'arguments. Donc c'est un livre qui est destiné à donner des arguments aux Marocains, et à faire découvrir la question aux Européens et aux Américains. À l'issue de ce livre, la conclusion qui s'impose, quand on l'a lu honnêtement, c'est que le Sahara dit occidental est une province marocaine, une région marocaine, et depuis des siècles. Dès le départ de votre livre, vous expliquez un point extrêmement important, qui est celui du droit international. Vous expliquez que le droit international, dès le début, était du côté marocain et vous avez cité la résolution de décembre 1960 de l'ONU et notamment son article 6. Pourriez-vous nous développer un peu plus cet aspect-là et pourquoi il n'est pas suffisamment, selon vous, exploité dans l'argumentaire juridique marocain? Alors, si vous voulez, c'est fondamental parce que nous sommes en présence d'un télescopage entre deux versions du droit international. Il y a la version qui nous dit les frontières issues de la colonisation sont les frontières officielles des États post-coloniaux. Ça, c'est un premier point. Ce qui va permettre d'ailleurs à un pays comme l'Algérie de dire qu'il n'y a pas de discussion possible dans les frontières séparant le Maroc et l'Algérie, puisque les frontières sont issues de la colonisation. Oui, mais le problème, c'est que l'ONU ne dit pas exactement ça. L'ONU, dans sa résolution, je la lis, dans sa résolution 1514 en date du 14 décembre 1960, dit, je cite, « Les territoires coloniaux arrachés à un pays souverain ne peuvent avoir une forme de décolonisation autre que leur réintégration au pays d'origine duquel ils ont été dissociés. » Article 6. Si un État a été démembré par le colonialisme, il a le droit de recouvrer son intégrité territoriale
après sa décolonisation. Donc, le principe du droit frontalier hérité de la colonisation s'applique à d'autres pays que le Maroc, s'applique aux pays nouveaux, aux pays qui sont nés de la décolonisation, une grande partie des pays africains. Mais deux vieux empires millénaires comme le Maroc et l'Éthiopie sont dans une toute autre logique. Et le Maroc comme l'Éthiopie sont amputés, après la guerre de 1945 et après les indépendances, sont amputés au profit d'États nouveaux. Alors, l'Érythrée va être amputée au profit de l'Éthiopie, va être amputée au profit de l'Érythrée, État qui est une pure création coloniale, et le Maroc est amputé de toutes ces provinces, Gourara, Tidikelt, région de Tindouf, etc., et Sahara dit occidental. Donc il y a une opposition entre deux logiques. Et là, je trouve que la partie marocaine devrait beaucoup plus se battre sur cette définition de l'une. D'autant plus que maintenant, après les déclarations du secrétaire général de l'ONU, M. Gutiérrez, qui a déclaré que nous ne sommes pas, avec le Sahara occidental, dans une logique de décolonisation, puisque la décolonisation a été faite en 1975. Donc c'est très très important. Cette opposition entre deux conceptions juridiques, donc le Maroc se trouve être, pénalisé par des conceptions qui sont des conceptions récentes du droit international, qui violent son principe historique, sa continuité historique et son grand déroulé historique. Oui, ça nous amène à vous poser une autre question qui va dans le même sens, qui est celle sur la bay'a, le concept de la bay'a. Qu'est-ce qui explique selon vous cette incompréhension par le juridisme international européen de ce principe fondamental du droit national et international marocain? Tout simplement parce que le droit international est un droit post-colonial. C'est un droit post-colonial qui est un droit qui est créé après les deux conflits mondiaux. Le premier conflit mondial, le deuxième conflit mondial. Donc des conflits qui ont été des conflits européens, qui vont déboucher sur des créations de droits internationaux ou d'un droit international qui s'appliquent à des conceptions européennes, mais qui ne s'appliquent pas au reste du monde. Ce droit international ne s'applique pas à la Chine millénaire, il ne s'applique pas à l'Inde millénaire, il ne s'applique pas au Maroc millénaire. Pourquoi ? Parce que ce droit international repose sur la conception individualiste. Les sociétés occidentales sont des sociétés individualistes. Or, nous sommes dans des logiques qui sont communautaires. Comment voulez-vous faire comprendre à un juriste international européen qui fonctionne sur le système des droits de l'homme, des droits individuels, etc., de séparation des pouvoirs, la notion de BIA, qui fait que le souverain, dans le cadre de la BIA, est à la fois un souverain qui détient ce que l'on dit en droit juridique occidental, l'auctoritas et la potestas. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs dans la conception du pouvoir traditionnel. Tandis que dans le droit européen, tout est basé sur la séparation des pouvoirs et sur l'individu. Donc un télescopage qui viole complètement les principes mêmes, et j'allais dire l'essence même d'une civilisation comme la civilisation marocaine. Et vous écrivez noir sur blanc que toutes les puissances européennes, comme notamment l'Espagne que vous citez longuement dans votre livre, considéraient toujours le Sahara comme étant marocain. Qu'est-ce qui explique selon vous cet aveuglement actuel de ces mêmes puissances envers la marocanité du Sahara ? Tout d'abord, la méconnaissance historique et puis les calculs politiques. Mais dans mon livre, je cite de très nombreux textes. Dès le XVIe siècle, il y a des accords internationaux entre le Maroc et l'Espagne à propos de la reconnaissance par l'Espagne du Sahara, comme dit occidental, comme possession marocaine des provinces du sud du Maroc. Tout simplement parce que les Espagnols sont installés aux îles Canaries, et installés aux îles Canaries, ils vont développer une activité du séchage par le sel du poisson. Vous savez, les eaux des provinces du Sud sont parmi les eaux les plus poissonneuses au monde. Et donc les Espagnols pêchaient dans ces eaux-là, et à l'époque, pour conserver le poisson, il n'y avait que le sel. Et il y avait des salines aux Canaries. Donc les Espagnols étaient très très présents dans cette région pour cette économie du sel. Parce qu'à l'époque, en Europe, le poisson était très important parce qu'il y avait des carèmes permanents. Vous avez le ramadan pendant un mois. Chez les chrétiens, il y a le carême tous les vendredis.
Et puis il y avait des mois de carême où pendant des semaines, on ne mangeait pas de viande, on ne mangeait que du poisson. Et à l'époque, il n'y avait pas de poisson frais, donc le poisson était salé. Donc la force économique très importante de ces salines. Donc les Espagnols sont présents dans cette région. Et bien sûr, il y a des naufrages. Bien sûr, il peut y avoir des bateaux qui s'échouent, etc. Donc les Espagnols vont négocier avec les sultans marocains des accords pour permettre de sauver ces marins qui peuvent se naufrager ou être capturés sur le littoral de ce Sahara dit occidental. Donc nous avons des textes depuis le XVIe siècle, une continuité alors, espagnol, des textes également anglais, des textes français, et jusqu'à la veille du protectorat, nous avons des accords qui sont passés entre le Maroc, État indépendant, et des puissances européennes concernant la fréquentation du Sahara dit occidental. Et nous avons des textes marocains qui attribuent, par exemple, des droits de pêche aux Canariens, ils disent bien aux Canariens, aux Espagnols, s'il attribue des droits, ce qui prouve bien que si le sultan attribue des droits, c'est qu'il est lui-même le souverain de cette région. Et vous expliquez aussi que la question du Sahara occidental n'est en effet qu'un conflit artificiel créé de toutes pièces par l'Algérie pour écarter le processus de décolonisation qu'elle aurait dû mener chez elle en 1962 et donner au Maroc ces territoires anciennement spoliés comme le Tidikelt, la Sawara, le Tuat, ainsi de suite. Expliquez-nous un peu plus ce... Alors j'en reviens à ce que je citais tout à l'heure à propos du droit international. Ça c'est très important. Parce qu'effectivement, si l'on appliquait la résolution de l'ONU dont j'ai parlé tout à l'heure, si l'on avait appliqué cette résolution, l'Algérie aurait dû, en 1962, procéder soit à une restitution de ces territoires anciennement marocains qui avaient été détachés du Maroc par la France, soit procéder à un référendum. Demander aux populations du Sidi Kelt, du Gourara, de la Saoura, de Tindouf, de Colombe-Béchar, par référendum, voulez-vous retourner dans votre patrie d'origine ou acceptez-vous d'être attaché à votre nouvelle patrie, née des partages coloniaux et née de la volonté coloniale française. Bon. L'Algérie ne l'a pas fait. Et au lieu de cela, l'Algérie non seulement n'a pas mené ce référendum au sein de ces territoires marocains rattachés à l'Algérie par la France, mais en plus l'Algérie a prétendu vouloir imposer un référendum à des territoires marocains qui étaient sous colonisation espagnole et que l'Espagne a décolonisé en 1975 et qui ont fait retour au Maroc. Donc il y a un paradoxe, j'allais dire les Algériens ont joué sur les deux tableaux, là. Ils ont jonglé sur les concepts juridiques internationaux. Et qui, bien sûr, cette manœuvre a pu se faire. Pourquoi ? Parce que nous étions dans la période de la guerre froide, où il y avait les blocs, et l'Algérie était soutenue à fond par le bloc de l'Est, par les États communistes, et donc l'Algérie a eu autour d'elle tous ces pays qui étaient les pays alignés sur le bloc de l'Est et qui étaient majoritaires à l'ONU à l'époque. Ce qui va permettre à l'Algérie de mener cette politique d'aide au Polisario et sur la fiction d'un référendum, alors qu'elle ne l'a pas appliqué à ses propres populations. Et aujourd'hui, le Sahara est dans le Maroc et le Maroc est dans son Sahara. Mais en face, on trouve que l'Algérie s'enferre dans un jusqu'au-boutisme inédit, une impasse extrêmement difficile. Que reste-t-il pour l'Algérie aujourd'hui pour sortir de cette impasse selon vous ? Là, ce que vous dites, c'est tout à fait exact et c'est frappant. Pour l'observateur extérieur que je suis, c'est tout à fait frappant. Je me suis beaucoup intéressé ces dernières années aux textes, aux déclarations officielles à la fois d'Alger et à la fois de Rabat. Et quand vous comparez les discours de Sa Majesté Mohamed VI et les discours d'Oftrecha et ensuite Tebboune, surtout Tebboune, vous êtes frappé par une chose. Les discours royaux marocains sont des discours d'ouverture, sont des discours de pacification, sont des discours de fraternité. En fait, le roi du Maroc tend la main. Et en face, les discours algériens sont des discours de la récrimination, sont des discours acerbes. Je pense, l'analyse que l'on peut faire, c'est que les autorités algériennes ont compris que la cause était perdue. Et
elles n'ont pas su saisir l'opportunité de sortir par le haut qui était offerte par le plan de large autonomie, qui était le moyen pour l'Algérie, qui avait conscience que son combat pour le Polisario était un combat perdu, avait la possibilité, pour ne pas perdre la face, de sortir par le haut en adhérant d'une manière ou d'une autre à ce plan. Au lieu de ça, l'Algérie n'a pas saisi la main qui était tendue, n'a pas saisi l'occasion. L'occasion est passée, le train est passé. Et maintenant, que va-t-il se passer? Comment l'Algérie va-t-elle sortir de cela sans perdre la face? Ça, c'est le gros problème. Ce qui explique, à mon avis, une partie des discours, surtout les discours du président Tebboune, qui sont très durs. Si vous voulez, ça nous reporte à des discours il y a 20 ans ou 25 ans, à l'époque où j'étais le plus dur. Il y a une phase qui s'est un peu calmée dans les discours. Même certains discours de Bouteflika n'ont jamais atteint le niveau de ceux du président Tebboune. Aujourd'hui, la France a reconnu économiquement la marocanité du Sahara en attendant la reconnaissance politique. Comment voyez-vous ce réchauffement dans les relations entre les deux pays et quelles seraient les conséquences à la fois sur les relations entre la France et l'Algérie, entre l'Algérie et le Maroc selon vous? Mais la France a toujours reconnu les droits marocains de tout temps. Elle n'a pas affirmé d'une manière officielle comment dirais-je, par une loi ou par une déclaration gouvernementale. Elle l'a toujours affirmé. La France a été un des premiers pays à reconnaître le processus. Déjà à l'époque des précédents présidents de la République, à l'époque Chirac, etc., ça a été reconnu. Non, mais ce qui se passe en France, là-dessus, je ne vais pas m'étendre parce que je n'aime pas parler de la politique de mon pays à l'étranger. D'autant plus que je suis très critique de cette politique, mais je pense que la décence interdit de trop se prononcer là-dessus. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il y a en France un lobby algérien qui est très fort et qui est essentiellement un lobby de gauche. La gauche française a toujours eu une sympathie pour l'Algérie, considérant que l'Algérie est un pays progressiste, alors que le Maroc est une monarchie, vous savez, le côté républicain français. Donc il y a toujours cette conception. Pour résumer la situation, pour être très simple, la droite française est pro-marocaine et la gauche française est pro-algérienne. Voilà. Quand vous avez compris, à quelques exceptions près, parce que vous avez des hommes de gauche comme Hubert Védrine, etc., qui sont des amis du Maroc. Mais grosso modo, c'est ça. Et la presse française, quand vous prenez la presse française, des journaux comme Libération, comme Le Monde, n'ont pas la même attitude que le Figaro concernant le Maroc, c'est très clair. Et ça remonte à des options idéologiques qui sont très anciennes, qui remontent à la guerre d'Algérie, qui remontent... la gauche française est un peu comme l'Algérie. L'Algérie est un peu l'héritière de la France. On ressasse toujours les vieilles querelles. La gauche française, comme l'Algérie qui est l'héritière de la France, regarde derrière, alors que le Maroc regarde devant. La droite regarde devant, la gauche regarde derrière. Bon, c'est toujours le même problème, mais c'est bouxé. Non, on sort un peu du cadre de notre sujet. Dernière question, cher Bernard Lugon. Vous expliquez que le Sahara occidental est une définition géographique, mais que l'Algérie a toujours tenté d'en faire une définition politique. Pourquoi selon vous? Le Sahara occidental n'existe pas. Il y a l'ouest du Sahara, il y a le centre du Sahara et il y a l'est du Sahara. Le Sahara, c'est un désert qui part de la mer Rouge et qui va jusqu'à l'Atlantique. Et dans ce désert qui part du mer Rouge et qui va jusqu'à l'Atlantique, ou de l'Atlantique à la mer Rouge, il n'y a jamais eu d'État du Sahara occidental, comme il n'y a jamais eu d'un peuple du Sahara occidental. C'est une définition purement géographique. Et l'Algérie a transformé cette définition purement géographique pour tenter d'en faire une réalité politique. Ce qui ne correspond ni à la réalité géographique, ni à la réalité politique, ni à la réalité ethnographique, ni à la réalité religieuse, puisque les populations du Sahara dit occidental étaient tournées par la Bria vers les sultans du Maroc, et la prière était dite au nom des sultans du Maroc. Merci beaucoup, M. Bernard Lugon, pour cette interview intéressante et à très bientôt. Eh bien, écoutez, moi je dis un grand bonjour aux lecteurs du 360, parce que je sais que j'ai pas mal de lecteurs parmi vos abonnés au 360, et je les salue à cette occasion.